Trouble envahit mon être. Guerre infernale, labyrinthe à perdre la tête, bateau sans gouvernail, mer tumultueuse dans un monde inconnu, cauchemar inquiétant où tout est confus. Peine à me retrouver, mon âme bouleversée s'interroge, sans papier, sans identité, sans boussole, sans GPS, sans repère, je me retrouve seul, monde étranger, j'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon langage. Ma famille, mes ancêtres, ma jeunesse, mon histoire, une carte vide dans un cerveau blanchi par ceux qui ont capturé mon âme. J'ai perdu ma mémoire, je n'ai plus de mémoire. Qu'a-t-on fait de ma mémoire? Dans un tunnel sans fin, je suis à la merci de l'autre qui m'a zombifié, de l'autre qui m'a momifié, de l'autre qui m'a modifié, me laissant dans un coma profond et infini, incapable de bouger, incapable de me réveiller, univers mesquin d'un monde civilisé. J'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon langage, à la dérive des océans infinis de mensonges qui me maintiennent dans un état comateux. Seuls les chants du vent me rappellent que j'existe. Mémoire morte, mémoire de toutes les contrées égarées. Redonne-moi la liberté du vévet mystérieux aux 1000 facettes où on ne pourra plus te voler, où on ne pourra plus m'aliéner, où enfin je redeviendrai moi-même. Harry Métellus, Résurgence, poésie débridée. Mise en onde Julie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous êtes bien disposés à passer cette heure avec nous. Heure au cours de laquelle nous allons réfléchir sur nos systèmes éducatifs dans nos pays de peuples noirs, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. Vous savez, ce 5 décembre a ramené un triste anniversaire. L'anniversaire de l'invasion de l'Amérique, l'anniversaire de l'invasion de mon pays par Christophe Colomb. Sauf qu'aujourd'hui, je dis triste anniversaire, mais lorsque j'allais à la petite école, à l'école primaire et plus tard à l'école secondaire, ce n'est pas en termes de tristesse qu'on nous parlait du 5 décembre, c'était même un jour de congé où l'on se remémorait les exploits de ce grand explorateur, de ce héros qui a traversé la mer pour découvrir Haïti. C'était jour de congé, jusqu'à mon départ d'Haïti, à la fin des années 80. Et il y avait même des statues dressées à la mémoire de Christophe Colomb. Quand on y pense bien, on a pris fait et cause pour l'oppresseur. Plutôt que de prendre position pour les opprimés, pour ceux qui vont être tués, qui vont mourir par Christophe Colomb et ses hommes, nous avons choisi d'accorder un jour de congé à tous les élèves en mémoire de Christophe Colomb. Donc, nous avons un parti pris de par l'école pour l'oppresseur plutôt que pour l'opprimé. Voilà une simple illustration de ce qu'on appelle l'école coloniale. Une école dans laquelle on dresse les colonisés d'hier à voir le monde comme le colon d'hier et le néocolon d'aujourd'hui. Quoi qu'on fasse, malgré les réaménagements cosmétiques, malgré les petits changements qu'on opère de temps en temps dans notre système éducatif, l'école, dans les pays noirs, dans les pays africains, dans les pays d'afro-descendants, demeure une école
coloniale. Nous allons voir en quoi consiste cette école coloniale et surtout comment on doit s'en défaire pour libérer enfin nos peuples, pour libérer enfin notre jeunesse. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, en tout cas une bonne tasse de café, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de parler du système éducatif colonial, donc de l'éducation coloniale que nous avons reçue et que nous continuons de recevoir. Donc, juste avant de définir ce qu'est l'éducation coloniale, comment elle se déploie dans nos pays respectifs et les effets de cette éducation coloniale et enfin comment on doit s'en défaire pour libérer nos peuples, eh bien, je vous disais que dans mon enfance, et cela jusqu'à mon départ d'Haïti à la fin des années 80, le 5 décembre était jour férié. Et quand on consultait, n'est-ce pas, le calendrier, vous savez, quand il y a un jour férié, on accorde un intitulé, il y a un titre qui vient avec les jours fériés. Et au calendrier d'Haïti, eh bien, le 5 décembre était jour férié. Pour quelle raison? Parce que c'était le jour de la découverte d'Haïti par Christophe Colomb. Notez déjà l'expression découverte d'Haïti. Vous vous souvenez que l'expression découverte dérive de la doctrine de la découverte, doctrine que les Européens ont conçue et doctrine au terme de laquelle, quand les Européens mettent le pied sur un continent autre que l'Europe, même si ce continent, même si ce pays, même si cette ville était habitée, eh bien ce pays appartient désormais au premier Européen chrétien qui y met le pied. C'est la fameuse doctrine de la découverte. Et au nom de cette doctrine de la découverte, eh bien, l'Européen qui met le pied dans ce pays ou bien sur ce continent peut s'approprier les ressources de ce pays ou de ce continent et il peut traiter comme des esclaves les populations de ce pays, de ce continent ou de ce sous-continent. Donc l'expression découverte qui a donné lieu ou qui dérive plutôt de la doctrine de la découverte, c'est une expression que l'oppresseur a forgée de toutes pièces pour justifier ses crimes, pour justifier ses méfaits, pour justifier ses forfaits. Donc on devrait s'attendre à ce que les opprimés, donc ceux qui ont subi, n'est-ce pas, cette découverte avec toutes ses conséquences, on devrait s'attendre donc à ce que eux adoptent non pas le point de vue de l'oppresseur, mais qu'ils adoptent au contraire le point de vue de l'opprimé, qu'ils adoptent le point de vue des victimes. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a appris à l'école. Même à l'école des opprimés, on nous a appris à adopter le point de vue de l'oppresseur. C'est ainsi donc que, dans toute mon enfance, lorsque j'allais à l'école, la petite école, l'école secondaire, eh bien, le 5 décembre était jour férié. Pour quelle raison? C'était jour de la découverte d'Haïti par Christophe Colomb. Et il y avait même des statues qui étaient dressées
à la mémoire qui était dressée, n'est-ce pas, en l'honneur de ce grand explorateur, en l'honneur de ce héros qui a traversé les mers pour découvrir Haïti. Juste pour vous illustrer ce qu'on appelle l'éducation coloniale, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, non sans effort, le manuel que j'utilisais à l'école primaire, chez les frères de l'instruction chrétienne. Cela remonte à des siècles, me direz-vous, mais on s'en sert encore. Et vous allez voir comment on parle de cette invasion de Christophe Colomb. Vous allez voir en quels termes on parle de ce triste anniversaire du 5 décembre 1492, juste pour vous aider à comprendre ce qu'on appelle l'éducation coloniale. Alors, je vous lis ce paragraphe qu'on étudiait par cœur quand moi j'allais à la petite école et qu'on nous présentait l'invasion de Christophe Colomb. Écoutez bien. Titre: Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Vous notez, c'est découvrir et non pas envahir. Donc il n'y a pas de crime, c'est une découverte, c'est une exploration géographique. La découverte de l'Amérique au XVe siècle est un grand événement de l'histoire. Grand pour qui? On ne l'a pas dit. Elle a changé la face du monde. Elle a changé la face du monde pour les Européens qui vont s'enrichir, n'est-ce pas, à même les ressources des autochtones. Mais elle a changé la face du monde parce que elle va occasionner un génocide énorme. Mais on n'en parle pas dans le texte qu'on nous a appris par cœur au primaire. Maintenant, découverte d'Haïti. Je lis. Colomb, ayant repris la mer, toucha Cuba le 26 octobre. Notre pays fut découvert le 5 décembre 1492. Colomb débarqua en Haïti le 6 décembre dans une baie située au nord-ouest de l'île. Il l'appela Saint-Nicolas parce que c'était la fête de ce saint ce jour-là. Vous notez? Tous les verbes ici sont neutres. Christophe Colomb débarqua. Christophe Colomb découvrit. Le bateau de Christophe Colomb touche à terre et notre pays fut découvert. C'est comme si ce pays-là, n'est-ce pas, n'était pas habité. Dans ce pays-là, il n'y avait pas de civilisation. Dans ce pays-là, il n'y avait pas de population. Et Christophe Colomb fait une découverte extraordinaire qui va changer la face du monde. Et après avoir étudié à la petite école ce petit chapitre sur la découverte d'Haïti par Christophe Colomb, eh bien, nos cœurs d'enfants finissent par aimer Christophe Colomb. Nos cœurs d'enfants finissent par aimer l'oppresseur et à ignorer l'opprimé. C'est exactement ce qu'on appelle l'école coloniale. Mais vous notez, pas un mot sur le génocide. Pas un mot qui rappelle que c'est une évasion. Pas un mot qui rappelle que finalement on va réduire ces peuples doux en esclavage, qu'on va les décimer, n'est-ce pas? Si bien qu'en 11 ans, ils vont être réduits, n'est-ce pas, à leur peau de chagrin. Pas un mot comme tel. Des formules neutres. Ce livre-là, eh bien, il vient des frères de l'instruction chrétienne. C'est les frères de l'instruction chrétienne qui étaient chargés de l'éducation, qui étaient responsables, n'est-ce pas, du cerveau de la jeunesse haïtienne. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, chez vous en Afrique, c'est la même chose chez vous ailleurs, n'est-ce pas, dans les Antilles. Et lorsque, plus tard, n'est-ce pas, Haïti va avoir des historiens haïtiens, eh bien, la perspective ne va pas changer pour autant. Les élites haïtiennes vont continuer à adopter le point de vue de l'oppresseur plutôt que celui de l'opprimé. En sorte que, je l'ai dit, je le répète, jusqu'à mon départ d'Haïti dans les années 80, et je pense que ça a changé dans les années 90 sous René Préval, on a continué à
donné congé à la population haïtienne, a donné congé aux élèves haïtiens en mémoire de ce grand explorateur que fut Christophe Colomb. Voilà, les amis, une illustration de l'éducation coloniale. L'éducation coloniale, c'est un système par lequel on amène les colonisés, les néocolonisés, à adopter le point de vue de l'oppresseur, à aimer ce qu'aime l'oppresseur, à détester ce que déteste l'oppresseur, à ressembler finalement à l'oppresseur aux dépens de sa propre identité. C'est l'œuvre terrible que l'école opère chez nous. C'est l'œuvre terrible, n'est-ce pas, qu'opère le système éducatif dans nos pays. On va voir comment se déploie ce système éducatif. Et vers la fin, on se pose la question, mais comment on va s'en défaire? Posons-nous la question, mais quels sont les objectifs poursuivis par un système éducatif normal? Dans un pays où les choses fonctionnent normalement, dans un pays où l'État est conscient du rôle crucial du système éducatif, quels sont les objectifs poursuivis par un système éducatif? Eh bien, en général, les experts des sciences de l'éducation nous disent que l'école, normalement, poursuit 4 objectifs. Le premier objectif, c'est d'aider l'apprenant à comprendre son milieu. C'est le premier objectif poursuivi par un système d'éducation normale. On va aider l'apprenant à comprendre son milieu. On va, deuxièmement, fournir à l'apprenant des outils pour qu'il puisse influer sur son milieu. C'est normal. Si l'école m'aide à comprendre mon milieu, mon environnement, c'est afin que je puisse influer, c'est afin que je puisse impacter, n'est-ce pas, mon environnement ou mon milieu. L'école, c'est aussi un lieu de socialisation, d'apprentissage et de vivre ensemble. C'est à l'école qu'on apprend, n'est-ce pas, les principes, les règles élémentaires quant à la manière dont on vit en société. Et enfin, l'école, c'est un lieu d'initiation à la citoyenneté. C'est à l'école qu'on apprend à aimer la patrie. C'est à l'école, n'est-ce pas, qu'on apprend à devenir des citoyens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont contribuer à l'avancement de leur société. Je reprends donc ces 4 objectifs selon les experts des sciences de l'éducation. L'école a pour but d'aider l'apprenant à comprendre son milieu. L'école fournit à l'apprenant des outils pour influer sur son environnement. L'école, n'est-ce pas, c'est le lieu où on apprend à socialiser, c'est le lieu où on apprend les règles du vivre ensemble. Ce qu'aujourd'hui on appelle justement l'éthique, qui n'est pas la morale. Et enfin, l'école, c'est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté. C'est là où on s'initie à la citoyenneté. C'est là où on nous apprend à aimer notre patrie, à aimer notre nation et à se dévouer pour son avancement. Ça, c'est les objectifs de tout système éducatif normal. Mais ce n'est pas ça que nous avons eu dans nos pays respectifs. Au fait, plutôt que d'avoir un système éducatif, donc ce qu'on appelle l'éducation, nous avons eu plutôt, et nous continuons d'avoir, une école coloniale. Qu'est-ce que c'est que l'école coloniale? L'école coloniale, c'est une école qui cherche à reproduire dans l'esprit de chaque apprenant les mêmes schèmes de pensée qui existaient pendant l'époque de l'esclavage ou pendant l'époque de la colonie. Je reprends. L'école coloniale, c'est une école qui cherche à reproduire dans la pensée, dans la tête, dans le cerveau de chaque apprenant, les mêmes schèmes de pensée qui existaient sur la plantation, n'est-ce pas, à l'époque de l'esclavage ou à l'époque de la colonie. En sorte que
quand on a passé par l'école coloniale, on va avoir les mêmes complexes, on va avoir les mêmes préjugés. Savez-vous pourquoi? Parce que le but de l'école coloniale, l'objectif final de l'école coloniale, c'est de transformer chaque apprenant en un petit colon. Je reprends. L'objectif inavouable de l'école coloniale, c'est de transformer chaque apprenant en un petit colon. En sorte que le colonisateur d'hier peut s'applaudir, il peut être fier lorsqu'il constate, n'est-ce pas, les élites intellectuelles de nos pays. Lorsqu'il voit ce que font ces élites intellectuelles, eh bien, le colonisateur d'hier, l'esclavagiste d'hier peut vraiment se féliciter parce qu'il a réussi à reproduire dans la tête, dans le cerveau de chaque apprenant, les mêmes complexes d'hier, les mêmes préjugés d'hier. Au fait, nos écoles coloniales dans nos pays, c'est une reproduction de la structure plantationnaire ou de la structure coloniale telle qu'on l'a connue, soit à l'époque de l'esclavage ou à l'époque de la colonie. Je vais vous en faire la démonstration. D'abord, les maîtres. Nous avons commis la terrible erreur après la décolonisation, dans le cas des pays africains, ou après l'esclavage, dans le cas d'Haïti ou les pays antillais, de faire appel à nos ennemis d'hier pour devenir nos maîtres. C'est à eux que nous avions confié le cerveau, n'est-ce pas, de notre jeunesse, sous prétexte que eux avaient de l'expérience dans les sciences de l'éducation, sous prétexte que eux, mais prétexte fallacieux, avaient une longueur d'avance en matière de science et de savoir sur nous, et que c'était tout à fait normal de leur confier l'éducation de nos jeunes. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez nous, qu'est-ce qu'ils ont poursuivi comme objectif? Sous prétexte qu'ils nous apprenaient, n'est-ce pas, le b.a.-ba, sous prétexte qu'ils nous transmettaient, n'est-ce pas, des savoirs, sous prétexte qu'ils nous transmettaient, n'est-ce pas, la science, en réalité, ils nous divisaient les uns contre les autres. En réalité, ils reproduisaient les mêmes complexes, ils reproduisaient les mêmes préjugés, en sorte que quand on sortait de l'école du maître esclavagiste d'hier, on reproduisait dans nos familles, on reproduisait dans nos pays les mêmes problèmes de la plantation. Dans le cas d'Haïti, nous avons conquis notre indépendance en 1804 à la sueur de nos fronts, à la pointe de nos baïonnettes. Ceci ne nous a pas été accordé, nous l'avons conquise, cette indépendance. Et aucune puissance d'alors, vous l'aurez compris, ne voulait reconnaître notre statut de peuple noir libre. Et donc nous avons consacré les premières décennies d'après notre indépendance à négocier avec les puissances esclavagistes d'alors pour qu'on nous reconnaisse un statut de peuple libre. Et finalement, le Vatican, au terme de négociations, a reconnu ce statut et nous avons conclu avec le Vatican ce qu'on appelle un concordat, une convention au terme de laquelle, n'est-ce pas, il y avait une entente entre le Vatican et Haïti. Sauf que dans ce concordat, nos élites intellectuelles, nos élites politiques ont accordé, n'est-ce pas, au Vatican, mais par le Vatican aux Bretons, n'est-ce pas, de la France, le droit de venir éduquer nos jeunes. Et quand on parle d'éducation ici, il ne s'agit pas seulement d'éducation religieuse, il s'agit d'éducation formelle. Et le ministre d'éducation d'alors, je n'aurais cesse de le rappeler, Élie Dubois, disait « Nous avons invité ces maîtres-là à insuffler un nouveau souffle à la culture haïtienne, à littéralement insuffler quelque chose de nouveau dans notre culture. » Sauf que les objectifs inavoués, parce que inavouables, n'est-ce pas, de ces maîtres-là, nos ennemis d'hier, c'était de reproduire les mêmes complexes,
les mêmes divisions, les mêmes, n'est-ce pas, préjugés de la période de l'esclavage par nos écoles. En sorte que c'était pas difficile de voir la réussite de ces maîtres-là. On n'avait qu'à regarder le comportement de ces élites formées par ces maîtres-là vis-à-vis des masses haïtiennes. On avait parfois qu'à regarder le comportement de ces élites au sein même de leur famille. On n'avait qu'à regarder, n'est-ce pas, ceux qui sont passés par cette école-là avec leurs propres voisins pour dire décidément, l'école coloniale a réussi ses coups car on a reproduit précisément le schème plantationnaire par nos écoles. Exemple. Vous savez que quand tu fréquentais une certaine école en Haïti, tu n'avais pas le droit de fréquenter un autre ami, un autre voisin qui lui allait à une autre école considérée comme étant moins prestigieuse. Je n'hésite pas à partager avec vous ma propre expérience. J'ai été chez les frères de l'instruction chrétienne. Et ça, en soi, c'est un titre de prestige. Et quand tu fréquentais l'école de chez les frères de l'instruction chrétienne, si tu avais un ami, par exemple, qui fréquentait une autre école, mettons une école qu'on appelait dans notre temps l'école Caïmélo. Mais quand tu revenais de l'école, tu ne pouvais pas tenir la main de ce voisin, de cet ami qui lui fréquentait une autre école parce que son école n'était pas assez prestigieuse. Son école n'était pas aussi prestigieuse que la tienne. Donc tu le regardais de haut. Mais au sein même de ta famille, tu reproduisais ces préjugés. Parce qu'à l'école, on t'apprenait à parler français. Tu n'avais pas le droit de parler créole. On nous remettait une espèce d'objet en bois, n'est-ce pas, qu'on passait les uns aux autres selon l'élève qui parlait le premier créole en classe. Et quand quelqu'un parlait créole, on disait, maître, il a parlé créole. Et on lui remettait ce morceau, enfin cet objet en bois. Et celui qui gardait cet objet en bois à la fin de la journée, il était puni pour avoir parlé créole. On lui faisait faire des copies, n'est-ce pas, de phrases aussi absurdes que celle-là. Vous devez apprendre à vous exprimer en classe, comme si parler créole, ce n'était pas s'exprimer. Et on reproduisait ces mêmes préjugés, ces mêmes complexes à l'intérieur de la famille. Et si d'aventure, imaginez, vous appreniez la langue. Et quand on apprend, c'est normal de commettre des erreurs. C'est normal, n'est-ce pas, de commettre des erreurs de prononciation. C'est normal de commettre des erreurs de syntaxe, etc. Mais si d'aventure, tu commettais une erreur de prononciation, une erreur de diction, en notre temps, on appelle ça une surette, alors là, c'était la honte. Toute l'école savait que tu venais de commettre une surette, que tu venais de commettre, n'est-ce pas, une erreur de prononciation. Et le temps de le dire, même l'école des sœurs à côté, les jeunes filles qui fréquentaient l'école des sœurs étaient au courant que ce jeune homme-là avait commis un lapsus, n'est-ce pas, lingué, auquel cas n'était-il pas digne d'être notre ami à nous. Les mêmes complexes, les mêmes préjugés de l'époque coloniale, les mêmes préjugés de l'époque de l'esclavage. Il y avait le parler du maître, la langue du maître, le français, et il y avait le parler du petit nègre, la langue du petit nègre, le créole. Alors là, quand tu passais à l'école, il ne fallait pas parler la langue, n'est-ce pas, de la masse. Il fallait tout faire pour cacher son origine, pour cacher, n'est-ce pas, ses racines linguistiques. Vous notez que les effets de l'époque coloniale se poursuivent aujourd'hui encore. Nous n'y pensons pas, mais dans nos pays africains, dans nos pays antillais, dans nos pays d'afro-descendants, à quelle aune mesurons-nous l'intelligence d'un compatriote à l'aune du français? S'il parle bien la langue du maître, s'il s'exprime correctement dans la langue du maître, on est prêt à l'applaudir.
Pourquoi aujourd'hui encore on pense à un Senghor? Pourquoi aujourd'hui encore pensons-nous, n'est-ce pas, à un Aimé Césaire? Mais c'est parce que c'est des gens qui, malgré tous les mérites qu'on leur reconnaît, s'exprimaient parfaitement dans la langue du maître. Alors, on les place sur un piédestal. Ce faisant, nous sommes en train de reproduire exactement le schème de la société plantationnaire, le schème de la société coloniale, où on estimait quelqu'un en fonction du rapprochement de son langage avec le maître, et où on sous-estime quelqu'un selon que son langage rappelle celui des esclaves d'hier, des colonisés d'hier ou des masses non instruites. En sorte que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation paradoxale où je produis une émission en vue de provoquer un éveil de la conscience chez mon peuple, c'est-à-dire chez les peuples noirs, le peuple africain et les afro-descendants. Mais la seule façon de nous retrouver tous, c'est de parler la langue du maître qui est devenue, pour ainsi dire, la langue passerelle entre nous tous. 33% de notre auditoire, 33% de notre audience est constituée justement de nos frères francophones africains. Et j'applaudis justement des compatriotes comme Bilolo Congo qui, lui, fait le même travail mais en créole. J'applaudis d'autres frères africains qui font exactement ce même travail, n'est-ce pas, d'éveil de la conscience dans leur langue maternelle, dans leur langue nationale. Quant à moi, je me retrouve avec une contrainte langagière. D'abord, mon émission est diffusée sur une station de radio francophone du Canada, ne l'oublions pas. Donc, ce que vous regardez là sur YouTube, c'est au fait une émission de radio qui est diffusée sur CPAM, une station de radio francophone commerciale au Canada. Et c'est une situation paradoxale. Mais c'est une situation paradoxale qui illustre justement les effets de l'éducation coloniale. J'avais produit le 10 mai dernier une émission, très regardée d'ailleurs, qui avait pour titre « L'enchaînement des esprits par l'Église via le système éducatif ». Je vous invite à la visionner, cette émission-là, si ce n'est déjà fait. Et vous notez que longtemps après le Concordat de 1860, les effets de l'éducation coloniale perdure parce que le maître nous impose sa langue pour pouvoir communiquer entre nous. Quel paradoxe! Le système éducatif colonial, c'est pas seulement une affaire de langue, mais c'est aussi le prestige qu'on confère à la langue du maître. Vous savez, une langue, simplement dit, c'est un outil de communication. Que je parle l'anglais, le français, le swahili, le créole, peu importe la langue, une langue a pour but d'aider à communiquer avec l'autre. Mais dans nos pays anciennement colonisés, le français ou l'anglais, selon qu'on a été colonisé, n'est-ce pas, par l'Empire britannique, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est une projection de prestige. C'est une façon de dire à l'autre de rester à sa place parce que lui ne parle pas français ou ne parle pas l'anglais et que puisque moi je parle français, je peux te dominer, je peux t'asservir parce que je parle la langue du maître. Et derrière la langue du maître, ce sont tous nos archétypes qui sont en train aussi de se transformer. Qu'est-ce qu'on entend par archétype? Par archétype, on entend notre conception du beau, notre conception du bon, notre conception du vrai. Eh bien, nos archétypes nous sont appris, nous sont enseignés par l'école. Réflexivement, si on vous dit quels sont les critères qui font d'une femme une belle femme, vous allez voir presque réflexivement les critères que nous allons considérer pour dire de cette femme qu'elle est belle ou pour dire de cet homme qu'il est un bel homme. Ce sont les critères que le maître nous a inoculés, ce qu'on appelle justement les archétypes. Mais les archétypes, c'est pas seulement le beau, les archétypes, c'est le bon.
Lorsqu'on va nous poser la question, mais qu'est-ce qui est moral ou qu'est-ce qui est immoral? Eh bien, ce qui est moral nous a été enseigné par le maître. L'école coloniale s'en est chargée. C'est pas pour rien que je vous ai lu ce manuel d'histoire, au fait, qui est le manuel dont je me servais quand j'étais au primaire. Christophe Colomb n'a pas envahi, il a découvert. Christophe Colomb n'a pas, n'est-ce pas, commis de génocide. Il est entré en pourparlers avec, n'est-ce pas, les autochtones. Il ne les a pas réduits en esclavage. Il les a fait travailler pour avoir de l'or. Donc c'est moral. Ce qui est immoral, c'est le vaudou. Ce qui est immoral, ce sont les pratiques culturelles des Noirs et longtemps après la colonisation, longtemps après notre indépendance, nous continuons à penser dans les termes du colon. Notre façon de différencier le bon du mauvais, le bien du mal, eh bien cette façon-là nous a été transmise par l'école. Mais ce n'est pas seulement le beau, le bon, mais également le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que l'occidental considère comme vrai. Même si ce qu'on nous enseigne est contradictoire. Je faisais remarquer dernièrement à quelques amis pour qui la Bible c'est la parole, mais la parole absolue de Dieu. Eh bien, au premier jour, Dieu sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, et le texte nous dit qu'il y eut un soir, qu'il y eut un matin. Mais si Dieu n'a pas encore créé les astres, s'il n'a pas encore créé les luminaires, s'il n'a pas encore créé le soleil, comment peut-on parler du soir et du matin? Mais cette contradiction-là devrait nous sauter aux yeux, non? On n'en parlera pas comme une contradiction parce que à l'école du maître, on ne nous a pas appris cette contradiction-là. Donc, ce qui est vrai, c'est précisément ce que le maître nous présente comme vrai, en sorte que nos archétypes, notre conception du beau, notre conception du bon, notre conception du vrai, eh bien, nos archétypes sont biaisés parce qu'ils nous sont imposés par l'école coloniale. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. L'école coloniale, c'est une façon aussi de nous enseigner l'histoire. Vous savez, je le dis à ma honte, moi quand je suis passé à l'école haïtienne, imaginez, c'est quand même 14 ans à l'école, là. 14 ans à l'école haïtienne, eh bien, je connaissais l'histoire de la France mieux que l'histoire de mon propre pays. Je connaissais la littérature française mieux que la littérature de mon propre pays. Je pouvais disserter sur Voltaire, le raciste, l'esclavagiste, je pouvais disserter sur Victor Hugo et tant d'autres encore. Mais ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école que je me suis réconcilié avec un Jacques Roumain. Ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école que je me suis réconcilié avec, n'est-ce pas, un Edzerviller. Ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école et que je me suis réconcilié donc avec un Anténor Firmin. Bien sûr qu'on nous a appris quelques bribes sur Firmin, on nous a appris quelques bribes sur, n'est-ce pas, les gouverneurs de la Rosée, on nous a appris quelques bribes sur les 10 hommes noirs d'Edzerviller, ou sur, n'est-ce pas, Oswald Durand, mais on était plus habile à disserter sur la littérature française que sur notre propre littérature. Ça, c'est l'école coloniale. La géographie de notre pays, mais on ne la connaît pas. Figurez-vous que vous pouvez être
dans tel département, dans telle région. Bien sûr qu'on va vous parler de la citadelle, on va vous parler, n'est-ce pas, du fort Picolet, on va vous parler du fort Saint-Jacques, mais est-ce que le système éducatif s'arrange pour que les élèves qui fréquentent l'école, n'est-ce pas, soi-disant haïtienne, puissent connaître, n'est-ce pas, concrètement la géographie du pays, c'est-à-dire aller voir les forts, aller voir les régions, aller découvrir, n'est-ce pas, les spécificités de chaque commune, de chaque bourg. Non, on apprenait ces choses-là, n'est-ce pas, sur papier, mais on continuait à chanter sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon. On y danse, chanson que les Français chantaient au XIVe siècle, qui parle du pont d'Avignon. Le patrimoine architectural de nos pays n'est pas enseigné. Notre patrimoine culturel, bon Dieu, ça c'est un épistémicide terrible. Notre patrimoine culturel n'est pas enseigné. Notre spiritualité vaudou, celle grâce à laquelle nos ancêtres se sont tenus debout devant leur maître, eh bien, ce patrimoine culturel-là ne nous est pas enseigné. Au contraire, vous savez en quel terme on nous parlait du vaudou quand on était à l'école? Superstition, vieille bagaille. Vous savez, en ma qualité de vaudouologue, de spécialiste du vaudou, quand les gens me posent une question sur le vaudou, 9 fois sur 10, c'est avec un peu de gêne. Et selon que la personne a fréquenté une école congréganiste, soit les frères de l'instruction chrétienne ou les sœurs, n'est-ce pas? Eh bien, la personne a toujours une formule que je remarque. Vous savez, moi, j'ai pas été élevé dans ces choses-là. En créole, j'ai pas été élevé dans bagaille ça yo. Et moi, je pousse la personne, je lui dis, mais quelle chose, quelle bagaille. La personne a de la difficulté à formuler, à prononcer le mot vaudou. Pour quelle raison? Parce que l'école coloniale nous a appris à mépriser notre patrimoine spirituel, notre patrimoine culturel. Moi, quand j'étais jeune, il était de coutume pour les familles aisées d'envoyer leurs enfants apprendre des danses européennes. On pouvait apprendre à danser la valse et les autres à faire de la musique classique. Mais, bon Dieu, c'était les gens, n'est-ce pas, de la masse qui apprenaient les danses folkloriques. Et ça nous a pris des années pour découvrir, mais bon Dieu, nos danses folkloriques n'ont rien à envier aux danses européennes. Mais est-ce qu'on enseigne les danses folkloriques dans nos écoles? Mais pas du tout. On continue dans certaines régions, on continue dans certaines familles, on continue dans certains salons à parler de nos danses folkloriques comme des danses africaines, exactement avec le même mépris, la même méprise, n'est-ce pas, que le colon d'autrefois utilisait. À l'école, on nous a appris à mépriser notre musique et pourtant, aujourd'hui, dans le monde, regardez ce qui se passe là. Il y a vraiment une tendance vers les afrobeats. Tout le monde veut s'identifier à nos rythmes africains et tant mieux, mais ce n'est pas grâce à l'école. C'est la rue, justement, qui s'est emparée de la musique afro et nos jeunes n'ont pas le choix puisque c'est ce qu'on joue à la radio, mais tant mieux. Mais ce n'est pas l'école qui a fait cela. On nous a plutôt appris la musique classique. Regardez, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est en train de s'approprier nos rythmes. Mais nos écoles continuent à nous enseigner le dédain de ce qui est nôtre. La cuisine, bon Dieu. Est-ce que dans nos écoles, on apprend à nos jeunes la richesse de nos cuisines? Est-ce qu'on leur apprend, n'est-ce pas, la richesse de nos produits, justement, parce que ce sont des produits bio? Notre peinture. Moi, ce n'est qu'en grandissant que je réalisais que j'habitais à quelques
pâté de maison de l'un des plus grands peintres haïtiens, Philomé Aubin. Mais moi, quand j'étais jeune, je passais par devant la maison de cet homme, je m'en foutais parce que l'école ne nous apprenait pas à apprécier la peinture naïve haïtienne. Bien sûr qu'on nous parlait des grands peintres européens, mais jamais de nos peintres à nous. Au fait, l'école coloniale, c'est une école d'aliénation. On ne sera véritablement libre que lorsqu'on va reprendre possession de nos écoles, lorsqu'on va y mettre, n'est-ce pas, du contenu autochtone, lorsqu'on va y mettre, n'est-ce pas, du contenu endogène, lorsqu'on va y mettre du contenu national. Pour l'instant, l'école coloniale, c'est une école qui nous apprend à quitter nos pays pour aller vivre ailleurs, comme dans la colonie. Les colons ne faisaient que passer. Ils ramassaient un peu d'argent, ils s'enrichissaient et ils retournaient à la métropole. Et aujourd'hui, même nos vocabulaires, n'est-ce pas, trahissent cela. Eh bien, nos écoles nous forment pour quitter. Tout pays sérieux forme l'apprenant pour qu'il reste, pour qu'il transforme l'environnement, pour qu'il l'améliore pour le plus grand bien du plus grand nombre. Mais dans nos écoles, on nous forme pour quitter. L'école coloniale, c'est aussi une école qui apprend des matières complètement déconnectées avec l'environnement. Haïti est un pays à vocation agricole, entre guillemets, mais moi j'ai passé 14 ans à l'école haïtienne, on ne nous a jamais appris les premières notions de l'agriculture. Est-ce que c'est normal? Savez-vous pourquoi? On nous formait pour être intellectuels. L'agriculture, c'était un métier méprisant, ça rappelait l'esclavage. Donc, si on est libre maintenant, il faut rien faire qui nous rappelle l'agriculture. Il faut au contraire s'élever loin de la terre, en sorte que l'école qu'on avait et qu'on continue d'avoir, c'est une école qui nous tient loin de la terre. Et pourtant, notre richesse, c'est la terre. Donc, vous notez comment ce sont des matières complètement déconnectées. Et lorsque on nous apprenait les choses, c'était par la mémorisation abrutissante. Il y a cette anecdote terrible. J'ai mon cousin qui me rappelle tout le temps que sa grand-mère, qui le faisait réciter, ne savait ni lire ni écrire. Et la seule façon pour sa grand-mère de savoir s'il connaissait sa leçon, c'était s'il ne s'arrêtait pas. Au début, mon cousin ne comprenait pas toujours pourquoi la grand-mère savait quand il ne connaissait pas sa leçon. Et lorsqu'il a découvert que c'est lorsqu'il s'arrêtait, bien, il répétait les mêmes phrases que sa grand-mère ne comprenait pas, mais il continuait à répéter. Et alors, la grand-mère, plutôt que de le punir, le félicitait parce qu'il répétait sans jamais s'arrêter. Cette technique qui est encore très présente, n'est-ce pas, chez nous, qui consiste à tout apprendre par cœur, qui ne fait pas appel, n'est-ce pas, au sens critique de l'apprenant, qui ne fait pas appel au sens critique du jeune, mais qui veut seulement qu'il répète ce que le maître dit. Et si jamais il ose remettre en question le discours du maître, alors là, c'est l'excommunication parce qu'on ne développe pas chez nous le sens critique. On doit apprendre sans poser de questions. Précisément ce que l'esclave faisait à l'époque de l'esclavage. Il devait obéir au maître sans poser de questions. Précisément ce que nos ancêtres ont subi pendant l'époque de la colonisation. Ils devaient obéir à leur maître sans remettre en question ce qui leur a été proposé. Ne nous étonnons plus de ce que nos populations sont étourdies. Moi, quand je regarde mon pays, hélas, je le dis le cœur brisé, j'ai presque envie d'appeler Haïti la République des étourdis, la République des égarés. Ce n'est pas parce que les masses ne sont pas intelligentes, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, notre population n'est pas de bonne foi. Au fond, elle ne se complaît pas dans sa misère, mais elle ne sait pas comment s'en sortir. Savez-vous pourquoi? Parce que l'école a zombifié nos masses. J'ai lu au début de l'émission la poésie de mon ami Harry Métellus qui dit, écoutez, nous avons été
momifiés, nous avons été zombifiés, nous sommes devenus égarés, une carte de géographie vide, une carte qui a été blanchie, plus rien n'y est écrit, on ne se souvient de rien. Savez-vous, la première responsable, c'est l'école coloniale. Donc, tout ce qu'on entreprend en marge de l'école coloniale n'aboutira à rien de durable. C'est là qu'il faut commencer. Et il y a deux associés dans la zombification. Vous vous souvenez, dans une autre émission, j'avais parlé de l'arc-en-ciel zombificateur, mais il y a deux complices qui travaillent main dans la main, qui travaillent côte à côte. En fait, c'est la même réalité, l'Église et l'école. Aussi longtemps qu'on va continuer à considérer la spiritualité du Maître comme étant la spiritualité, aussi longtemps qu'on va considérer la religion du Maître comme étant la religion du salut, le salut de qui et pour qui, aussi longtemps qu'on va continuer à mimer l'école du Maître, à pasticher le Maître, à reproduire les schèmes de l'époque plantationnaire, nous n'irons nulle part. Et le Maître d'hier se frotte les mains parce que même si physiquement il n'est plus là, il n'y a rien de plus durable qu'une chaîne mentale. Il n'est plus là physiquement, mais de loin, il continue à nous manipuler, il continue à nous dominer, parce que même s'il est parti physiquement, il nous a laissé l'école. Et il n'y a rien de plus durable que la colonisation mentale. Une école qui divise, une école qui nous dresse les uns contre les autres, une école qui nous enseigne la haine de soi, une école qui nous enseigne, n'est-ce pas, la haine de notre histoire, une école qui efface la mémoire, n'est-ce pas, de nos ancêtres, une école enfin qui nous force à adopter le point de vue de l'oppresseur plutôt que celui de l'opprimé. Donc c'est une école qui reproduit des oppresseurs. C'est une école qui reproduit, n'est-ce pas, des colons. C'est une école qui reproduit les corrupteurs. Comment s'en sortir? Eh bien, revenons aux 4 objectifs de tout système éducatif normal. Le premier objectif, l'école devrait viser à fournir à l'apprenant des outils pour comprendre son milieu. Donc, un système éducatif doit être axé sur le milieu. C'est le milieu qu'on cherche à comprendre. C'est sur ce milieu qu'on cherche à influer. Eh bien, pas la peine. Bien sûr qu'un cours d'histoire générale peut être utile. Bien sûr qu'un cours de géographie, n'est-ce pas, générale peut être utile. Mais la priorité doit être de comprendre mon milieu. Ce n'est pas normal qu'un intellectuel noir comprenne mieux la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni qu'il ne comprenne son propre pays. L'école doit fournir à l'apprenant des outils pour changer son environnement. Vous notez, nous sommes incapables de changer nos milieux, nous faisons appel à des blancs pour nous aider à développer nos pays, mais ces mêmes blancs nous utilisent dans leur pays pour développer leur pays. C'est une contradiction. Pourquoi l'occidental arrive-t-il à développer son pays? Parce que son école lui fournit des outils pour changer son milieu. Nous, on nous donne des outils pour travailler chez l'autre. Mais c'est l'école qui doit fournir ces outils-là. Comment y arriver? Arrêtons d'imiter les autres. Arrêtons de copier ce que fait l'autre. Arrêtons de prendre pour point de référence l'occidental. C'est comme si, quand on cite un auteur occidental, on se sent brillant. Quand on, n'est-ce pas, reprend la musique d'un occidental, on se sent brillant. Quand on cite un auteur occidental, là, c'est l'apothéose. Mais non, mon Dieu. L'école doit nous rappeler que nous sommes aussi bons que les autres et que nos points de référence doivent être justement nous. L'école, c'est un lieu de socialisation et d'apprentissage du vivre ensemble. S'il y a toutes ces instabilités chez nous,
s'il y a cette incapacité à nous entendre, à nous unir autour d'un projet fédérateur justement, c'est à cause de l'école. L'école ne nous apprend pas à vivre ensemble. L'école coloniale continue à nous dresser les uns contre les autres. Enfin, c'est à l'école qu'on apprend à aimer la patrie. C'est à l'école qu'on apprend à aimer la nation. On est à l'école en Haïti, mais on a les yeux sur les États-Unis. On est à l'école dans les Antilles ou en Afrique, on a les yeux sur la France. C'est comme si on se prépare pour fuir vers la France ou vers les États-Unis à la première occasion. Mais c'est l'école qui en est responsable. Car c'est l'école qui devrait nous apprendre à aimer la patrie, à mourir pour elle, à cultiver ce sens, n'est-ce pas, du patriotisme ou du nationalisme. Malheureusement, ce sont les élites qui font les écoles. Mais chez nous, les élites sont transnationales plutôt que des élites nationalistes. Bien sûr qu'il commence à y avoir un certain mouvement de réveil. Bien sûr qu'il commence à y avoir une certaine prise de conscience de la nécessité pour ces élites de tirer les masses vers le haut. Espérons que cette prise de conscience atteindra un plus grand nombre et qu'un jour, nous bannissions l'école coloniale et que nous ayons de véritables écoles nationales. Et je voudrais lancer cet appel solennel à nos frères et sœurs de la diaspora. Vous savez, maintenant que nous sommes établis à l'étranger, nous réalisons à quel point nos histoires ne comptent pas dans nos pays d'accueil. Au fait, au Canada, ils vont enseigner l'histoire du Canada. Au Québec, ils vont enseigner l'histoire du Québec, comme si nous, les Québécois qui viennent d'ailleurs, notre histoire ne compte pas. Mais vous savez quoi? Il faut y aller d'un grand coup de barre. Nous devons avoir nos propres écoles. Pour reprendre le contrôle de nos narrations, pour reprendre le contrôle de nos récits. Qui va enseigner l'histoire d'Haïti à mes enfants qui sont haïtiens, même s'ils sont nés à l'étranger? Qui va enseigner l'histoire de l'Afrique à vos enfants qui sont africains, même s'ils grandissent en France? Eh bien, c'est pas la France qui va leur enseigner l'histoire de l'Afrique. Si jamais elle le fait, elle va enseigner le point de vue de l'oppresseur. Eh bien, c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de créer nos propres écoles, de reprendre le contrôle de nos narrations. Eh bien, ça existe déjà. Les Juifs le font. Des Chinois le font, les Arméniens le font. Pourquoi nous, les Noirs, nous sommes des espèces de Noirs honteux? Nous confions nos récits, nos narrations à nos oppresseurs d'autrefois et ils continuent à, n'est-ce pas, imposer le point de vue de l'oppresseur. Est-ce que nous allons mettre nos talents, nos ressources en commun pour créer des écoles africaines en France? Pour créer des écoles haïtiennes au Canada, pour créer des écoles d'afro-descendants aux États-Unis. Peu importe l'endroit où nous vivons, nous devons reprendre le contrôle de la formation de nos jeunes. Et vous savez quoi? Cela servira d'exemple à nos pays respectifs. Lorsqu'ils verront ce que ces écoles-là auront été capables de faire, nos frères et sœurs qui sont restés dans nos pays d'origine reprendront confiance en eux-mêmes et nous partagerons avec eux les ressources que nous aurons développées ici. Sans une école nationale qui reprend le contrôle de nos récits à nous, notre libération ne viendra jamais. Pas de libération sans de véritables écoles nationales. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir.
L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. L'émission Lumière sur le monde est désormais disponible sur la chaîne panafricaine de Media to Africa via Facebook et YouTube. Merci à notre fier partenaire. On est ensemble.